Donc bonjour à tous, donc je suis Jean-Simon Reich en médecine interne à Saint-Joseph, donc je ne suis pas infectiologue ni immunologiste, donc j'ai vu que vous aviez des questions poussées, j'espère que je pourrai y répondre. En tout cas, je vous parlerai de ce qu'on fait en pratique et pourquoi on le fait. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité et vous tous d'être là pour écouter ça. Pour que ça soit un petit peu plus interactif, je vous demanderai de sortir vos smartphones. Je les remettrai après pour chaque question, mais vous pouvez dès à présent essayer d'ouvrir les deux questionnaires. C'était pour avoir un peu, vous poser des petites questions. Allez, je vous laisse quelques secondes pour le faire et puis je passe, on les remettra après, mais gardez le smartphone à côté. Donc pourquoi on parle d'infection et de comment les prévenir, il faut avoir en tête qu'on s'est beaucoup concentré sur l'amélioration des traitements des maladies, que ce soit le lupus, les vascularites ou les autres maladies auto-immunes, pour éviter les complications mortelles ou pas mortelles de ces maladies. Et finalement, on a fait des progrès, il en reste beaucoup à faire encore, mais ça a fait prendre conscience qu'il y avait aussi d'autres complications indirectement liées aux maladies et parfois aggravées par les traitements plus performants, au premier rang desquels il y a les infections. Et les infections, elles augmentent le risque le fait d'avoir une maladie auto-immune, ça expose à un surrisque par rapport à la population générale qui n'a pas de maladie auto-immune, d'avoir une infection mortelle, à savoir que c'est multiplié par 3, voire beaucoup plus, selon les études et puis selon le type de maladie. Et ça, c'est devant les autres problèmes dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont les maladies cardiovasculaires et à la marge les cancers, qui sont des maladies qui sont beaucoup plus fréquentes en France dans la population générale, mais en termes de surrisque, c'est-à-dire par rapport aux gens du même âge, les infections, c'est la première cause. Voilà. Parce que les autres, il y a un petit surrisque, mais qui est moins important que la population, par rapport à la population générale. Alors, je vous parle du plus grave, ça fait un peu peur les infections et d'en mourir, mais c'est important de le savoir, mais c'est aussi un problème dans la vie, dans votre qualité de vie, parce que ça crée un grand nombre d'hospitalisations, les infections, et puis tout simplement, le fait d'avoir une infection ou des traitements à prendre supplémentaires, c'est une altération de la qualité de vie. Alors, pour quelles infections? On va faire simple, c'est toutes les infections qui sont concernées, les bactéries, les virus que vous connaissez, mais aussi les champignons, les parasites, la tuberculose. Alors, vous n'avez pas tous le même risque face à ces infections, parce que le risque il est variable en fonction de l'âge. Plus l'âge avance, plus on a un risque infectieux qui augmente. De la maladie, selon le type de maladie, on a des infections qui vont être plus ou moins fréquentes, et puis des atteintes de la maladie. Si on a une atteinte rénale, pulmonaire, on va pas avoir un risque plus important que par exemple quelqu'un qui n'a qu'une atteinte articulaire. Ça dépend aussi sur le même pendant des comorbidités, c'est-à-dire des autres maladies qu'on a associées. Si on a une insuffisance cardiaque d'une autre nature, si on a une obésité, si on a un diabète, ça augmente aussi le risque infectieux. Et quelque chose qui est central aussi, c'est les traitements que l'on reçoit, qu'on a reçus par le passé ou qu'on reçoit actuellement, avec l'idée, alors là c'est surtout pour les patients qui ont un lupus, le plaquenil, l'hydroxychloroquine, c'est un médicament qui n'augmente pas le risque infectieux, et voir dans les études qu'on a, au-delà d'aider au contrôle de la maladie, il permet aussi de limiter le risque infectieux d'environ 25%. Voilà. Le chiffre, c'est à prendre avec des pincettes, mais retenez qu'il n'augmente pas le risque d'infection, contrairement à la plupart des autres traitements, et il a plutôt tendance à le diminuer. Les corticoïdes, on en a parlé, c'est très dépendant de la dose. Plus la dose augmente et plus on a des fortes doses pendant une longue durée, plus le risque infectieux augmente. Et après, il y a les autres immunosuppresseurs où là aussi le risque infectieux dépend de la dose, mais aussi du type de médicament. Par exemple, pour vous donner des médicaments, le méthotrexate, on estime qu'il a un risque infectieux qui est moindre que le Celsep, le mycophénolate, le rituximab. Alors ça, c'était la première question. Je vais essayer de me mettre dessus. J'espère que ça va marcher. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Normalement, vous avez accès. Est-ce que vous voyez la question? L'idée, c'était quels sont les moyens de prévention des infections que vous connaissez? Alors, il faut bien valider une réponse. Quand vous me rentrez un mot, il faut valider, ensuite en rentrer un autre. OK.
Donc l'idée, pourquoi je vous demande ça, c'est parce que c'est gentil de vous faire peur en vous disant que c'est un risque, ça augmente le risque d'infection, mais c'est un risque qui est modifiable en fait. Donc c'est là tout l'intérêt de parler des moyens de prévention, c'est parce qu'on peut diminuer ce risque. Comme on peut diminuer celui des complications cardiovasculaires, celui des cancers, et au-delà, de mieux contrôler la maladie. Donc vaccin, ok, on va tous être d'accord pour en parler. Nettoyer. Antibiotiques, ok. Masque. Ok, gel hydroalcoolique. Stérilisation. Alors il y en a que j'ai du mal à... Tac, 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 tac. Parce que ça bouge. Ok, bien dormir, ok. Ça marche. Merci pour vos retours. Où est-ce qu'il est le mien ? Alors, bon, globalement, je suis tout à fait d'accord avec vos propositions. Il y en a peut-être une qui était moins marquée, c'est que j'ai mis en premier, moi, c'est l'utilisation optimale des traitements que j'ai mis en premier parce qu'on va l'aborder vite, parce que ça a été déjà discuté avant et ça dépend surtout, enfin un peu plus de nous, c'est d'essayer de faire évoluer les schémas des traitements pour à la fois bien contrôler la maladie, mais aussi vous donner le moins d'effets indésirables liés aux médicaments. Et donc on va parler, c'est dans le traitement, au début, c'est essayer de baisser le plus vite possible, mais en évitant qu'il y ait une rechute, parfois en attaquant très fort pour diminuer plus vite. Et des choses qui évoluent pour la suite, on en discute, parfois on vise la rémission et parfois on vise un très bon contrôle de la maladie, même s'il y a des symptômes résiduels, pour avoir une dose minimale de traitement. Donc ça, voilà, c'est essayer de vous donner le moins de traitements toxiques en termes de risque infectieux. Et après, ce dont on va parler ensuite, c'est les gestes barrières, la vaccination et les prophylaxies médicamenteuses, donc les antibiotiques et d'autres types de choses. Bon, les immunoglobulines, je passerai très vite dessus. Donc les gestes barrières, la première chose, c'est éviter les contacts à risque. Quand vous voyez quelqu'un qui est malade ou quand quelqu'un vous dit « je suis malade, ça ne t'embête pas que je vienne te voir », si vous êtes vers un traitement immunosuppresseur, il vaut mieux lui dire peut-être qu'on se voit un peu plus tard. Voilà. C'est quelque chose d'assez théorique, mais qu'il faut quand même garder en tête quand on peut le faire. Quand on ne peut pas éviter les contacts, il y a le port du masque. Je rappelle que c'est remboursé, les masques sur ordonnance médicale, que ce soit les masques chirurgicaux ou les masques FFP2. Notamment quand vous êtes dans des endroits où il y a beaucoup de monde, dans les périodes hivernales. Bon, je pense à la salle ici, mais ça peut être notamment à l'hôpital, dans les transports en commun. Voilà, c'est des choses qu'on peut utiliser pour se protéger soi-même, ou on peut demander quand il y a quelqu'un de malade qu'on veut vraiment voir, s'il peut mettre un masque et vous le mettre aussi. Après, il y a le lavage des mains, alors qu'il peut paraître un peu plus vous voyez, anecdotique, parce qu'on se dit les virus ça se transmet comme ça en parlant par les gouttelettes, mais il y a aussi un risque de transmission par les mains parce que ça se dépose, parce qu'on le met à la bouche. Voilà. Et quand on regardait, c'était le Covid, donc quelque chose qui est plutôt respiratoire. La réduction, là, quand on voit 0,5, ça veut dire que ça réduit à peu près de 50%. Et donc on voit que le fait de porter un masque, ça réduit à peu près pareil que de se laver les mains en sachant que c'est des études un peu difficiles à mener parce qu'on ne se lave pas tous les mains de la même façon, avec du gel hydroalcoolique, une bonne technique, on ne porte pas tous le même masque à la même fréquence, mais c'est avoir une idée que quand même ça réduit, c'est efficace. Voilà. Après, il y avait la distanciation sociale, j'en parle pas parce que c'est moins efficace et puis c'est moins performant que d'éviter un contact ou de porter un masque. Voilà, mais c'est une petite aide si on ne veut pas faire les autres. Alors, je vous dis ça, il faut bien sûr l'adapter au risque qu'on a, c'est-à-dire que si on n'a pas un risque infectieux très important, par exemple si on n'est que sous plaquenil, voilà, on va avoir moins tendance à vous proposer des mesures strictes que si vous avez un traitement d'attaque d'une forme grave avec des immunosuppresseurs forts, et avec l'idée que ce risque il varie dans le temps. Donc, on peut vous conseiller des choses très strictes au début et puis vous dire, là on peut se relâcher parce qu'on a bien diminué les traitements. Et après, l'autre facteur à prendre en compte, c'est vous, de votre côté, ce qu'on accepte de faire, ce qu'on est prêt à faire, en sachant que, par exemple, si on a des enfants en bas âge, c'est sûr qu'on ne va pas vous dire de porter un masque chaque fois que vous les voyez, parce qu'ils ont un risque de vous transmettre. Mais il faut essayer de discuter avec votre médecin référent de comment on peut faire, parce que lui, il vous connaît, il pourra discuter avec vous
pour vous conseiller. Allez, on passe. Alors là, on tombe sur l'autre, c'est le site Vevox. S'il veut bien me le mettre. OK. Et donc la première question, c'était est-ce qu'on vous a déjà proposé des vaccins en raison de votre maladie ? Je vous laisse un peu, je vois qu'il y en a 8 qui se sont connectés. Ok, donc il y a quand même 25% de ceux qui ont répondu à qui on n'a jamais proposé de vaccination. Ok, et allez, j'enchaîne directement avec la deuxième question. Si oui, les avez-vous tous faits ? Ok, donc la moitié ne les ont pas tous faits, ok. Et alors, ce qui suit, c'est si vous avez répondu non à une des deux questions, c'est pourquoi vous ne les avez pas faits. Car on ne vous a pas proposé de vaccination, car vous estimez que ces vaccins sont inutiles ou inefficaces, car vous estimez que les vaccins sont surtout un moyen d'enrichir les laboratoires, car vous craignez la survenue d'un effet indésirable, car il y avait trop de vaccins proposés, car se faire vacciner, c'est trop compliqué, pour une autre raison, et puis ça, vous aurez une question libre pour la suite. Je vous laisse un peu plus de temps, parce que c'est un peu plus long de répondre à ça. Il y en a qui ont un peu plus besoin de temps. Je vois que tout le monde n'a pas répondu. C'est bon, allez. Quand on ne vous a pas proposé la vaccination, bon, forcément on retombe sur nos pattes. Ok, donc aucun parce qu'ils pensent que c'est inutile ou inefficace, un moyen d'enrichir les laboratoires, personne. Ok, vacciner c'est trop compliqué, personne. Ok, pour une autre raison, ça nous fera gagner du temps, on ne pensera pas à la question. Car il y avait trop de vaccins proposés, le plus, je m'en doutais, c'était la survenue d'un effet indésirable. Ok. Donc ça, c'était les questions. Donc on va parler là des freins à la vaccination dont on vient de discuter. Car on ne vous a pas proposé de vaccination, c'est un problème qui vient en grande partie de nous, mais vous allez pouvoir nous aider à le changer en prenant conscience de ça. C'est vrai que c'est souvent oublié alors que c'est quand même une pierre angulaire du traitement. Donc on fait des efforts pour y penser, mais vous n'hésitez pas à en parler à chaque consultation. Vous dites au fait on n'a pas parlé des vaccins, des infections et tout ça. Car vous estimez que ces vaccins sont inutiles ou inefficaces, je ne vais pas insister puisque personne n'en a parlé, mais inutile, vous avez conscience que du coup j'ai l'impression qu'on peut avoir des formes graves d'infection et que donc c'est utile d'avoir des moyens de s'en protéger. Inefficace, on aurait pu se dire oui c'est bien de s'en protéger mais ça ne marche pas les vaccins. Donc il y a des vaccins qui marchent très bien pour prévenir la maladie, mais un grand nombre de vaccins, leur but c'est de prévenir les formes graves. Par exemple, grippe, Covid, ce qu'on veut, c'est pas éviter la grippe ou le Covid, c'est éviter une forme grave, plus que limiter la survenue, l'intensité ou la durée de la maladie. Et ça, globalement, ils le font plutôt bien, ces vaccins. Et l'idée, c'est de le voir comme une ceinture de sécurité. Alors, c'est pas moi qui l'avais dit, c'était notre ministre à un moment de la santé, mais je trouvais que l'image était bonne. C'est une ceinture de sécurité, pas une protection totale, c'est-à-dire que ça évite pas la collision, la rencontre avec la maladie et le fait de l'avoir, mais ça évite, si on a cette maladie, d'en mourir ou d'aller à l'hôpital à cause de ça. Voilà, comment on évite de mourir d'un accident ou d'avoir une fracture du bassin. Et donc, l'idée qu'il faut quand même garder en tête sur l'efficacité, c'est quand on a un immunosuppresseur, il y a moins d'efficacité du vaccin, mais l'effet n'est pas nul, donc il est toujours important de le faire. Alors maintenant, c'est un peu plus étudié avec les nouveaux vaccins. Voilà. On pourra en discuter si vous voulez.
car vous estimez un moyen d'enrichir le laboratoire, vous êtes d'accord, et bien sûr ils ont besoin de gagner de l'argent, les laboratoires, c'est quand même leur principe, en sachant qu'ils le font pour un objectif de santé publique, mais qu'il y a des moyens de régulation dans le remboursement et les prix qui dépendent de la rareté de l'indication. Là, pour le prix, c'est pas très concerné pour les vaccins, mais sur l'efficacité, la sécurité minimale pour que ça soit remboursé, on ne va pas autoriser un vaccin s'il a une balance bénéfice-risque qui est pas bonne, en sachant qu'on est très strict par rapport aux médicaments pour les vaccins pour ça. Et s'il est nouveau, s'il apporte quelque chose. Voilà. Et par-dessus se rajoutent des recommandations des sociétés savantes pour affiner ce choix en fonction des preuves, choisir quel vaccin on donne et à qui. Alors, survenue d'un effet indésirable, on ne va pas se mentir, c'est comme tous les médicaments, les vaccins, ça a des effets indésirables. Il y a ceux qui sont fréquents, eux, ce n'est jamais grave. D'accord ? Ça, les douleurs, les gonflements, les petites douleurs articulaires, voire de la fièvre, qui sont souvent le témoin de la réaction de l'organisme, de l'immunisation. C'est des effets d'ailleurs qu'on peut limiter avec une prise de paracétamol systématique pendant les 48 heures qui suivent. Voilà. Et après, il y a ceux qui sont exceptionnels et qui peuvent être graves. Voilà. On a entendu l'histoire des myocardites avec la vaccination anti-Covid. Il y a toujours ce débat de si le fait de stimuler le système immunitaire, ça peut favoriser une poussée de la maladie quand on a une maladie qui est liée à une dérégulation du système immunitaire, ce qui est toujours un peu débattu, mais il faut garder en tête que ces effets indésirables graves, ils sont toujours bien moindres en fréquence de ceux de la maladie elle-même. Voilà, parce que le trigger immunologique de la maladie est plus important pour une histoire de poussée de la maladie, et que, par exemple, les atteintes de myocardite au cours du Covid étaient beaucoup plus fréquentes. On est de l'ordre de 1 sur 1000 versus le vaccin 1 sur 1 million, 10 sur 1 million. Voilà, c'est pour vous donner cet ordre de grandeur. Bon, c'était le schéma, mais je vais passer dessus, on pourra en discuter. C'était, ils avaient fait ça, c'était les Australiens qui avaient fait ça pour expliquer ce principe avec la vaccination contre la rougeole. Voilà. Après, il y a ceux infirmés, on pourra en discuter si vous voulez. Donc ceux-là, ils n'existent pas. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, notamment, je parle du risque de sclérose en plaques avec l'hépatite B, la myofascite à macrophage. Voilà. On pourra en discuter si vous avez des questions sur ça, mais dites-vous que il n'y a pas de surrisque avec les vaccins de ces maladies. Alors on va parler de quel vaccin et pour qui. Alors déjà, il faut se dire que dans les vaccins qu'on recommande, dans la population générale, il y a le DTPC, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche. Tétanos et coqueluche qui sont importants d'un point de vue individuel. Les autres, c'est plutôt pour éviter que ça revienne en France. Rougeole, oreillon, rubéole, on y reviendra dessus. HPV, vous savez, c'est le papillomavirus, c'est pour éviter certains cancers du col, mais en fait, on s'est rendu compte chez les hommes aussi, il y avait des risques de cancer. Donc ça, c'est recommandé dans la population générale chez les adolescents avec une possibilité de rattrapage jusqu'à 26 ans. Varicelle, c'est proposé, recommandé chez les personnes qui ne l'ont pas eu pendant l'enfance. Ça risque de changer, ça peut-être dans les années à venir chez les enfants. Ensuite, il y a ceux qu'on recommande dans certaines situations et pour lesquelles vous êtes souvent concerné, c'est-à-dire si on est immunodéprimé, donc la plupart des patients qui ont une maladie auto-immune, sauf quand on n'est que sous plaquenil, il y a d'autres exceptions dont on ne va pas parler. Si on a des comorbidités, même sans immunosuppression, globalement les organes nobles quand ils sont touchés, si on a du diabète, de l'obésité, ou si on a un âge supérieur à 65 ans. Donc ça, c'est le zona, pour lequel il y a un vaccin efficace récent, le pneumocoque, où le schéma a un peu été modifié, on en parlera, la grippe, le Covid-19, bientôt remboursé. Alors le remboursement, il n'est pas à jour pour tout le monde pour l'instant, mais c'est le VRS, c'est celui qui donne la bronchiolite du nourrisson, mais qui peut donner des infections pulmonaires graves chez les personnes à risque. Bon, et puis les autres, selon conditions, je ne vais pas vous en parler. Et alors, il y a une particularité, parce que je vous avais dit qu'il y en avait qui étaient recommandés dans la population générale, mais qui sont par contre contre-indiqués si on a une immunosuppression, avec quelques subtilités dont il faut discuter avec son médecin référent. Et ce sont les vaccins qu'on dit vivants atténués, c'est-à-dire que c'est
au lieu d'avoir un petit bout du virus, par exemple, qui ne sera jamais, qui sera toujours inoffensif, c'est un vaccin un virus entier, mais qu'on a inactivé, qu'on a rendu un peu quiescent. Et en fait, si le système immunitaire est un peu défaillant, ben, ça peut donner la maladie ou une maladie qui ressemble à la maladie et qui est liée au vaccin. Il faut penser que dans ces conditions, c'est important de vérifier la vaccination de votre entourage. On appelle ça le cocooning, ça permet de vous protéger. Si tout le monde est vacciné contre la rougeole autour de vous, ça diminue le risque d'avoir, vous, la rougeole. Donc ça, il y a la rougeole au rayon rubéole qui est concernée, la varicelle, la fièvre jaune pour ceux qui voyagent, la tuberculose. Alors quel schéma? Je vais passer très très vite, c'était juste pour vous renseigner. DTP, c'est tous les 10 ans qu'on est immunodéprimé, sinon c'est tous les 20 ans jusqu'à 65 ans. Après on repasse à tous les 10 ans. La rougeole, il faut avoir 2, voire dans certaines conditions 3 injections dans sa vie. L'HPV, selon le schéma, c'est 2 à 3 injections. La varicelle, c'est 2 injections. Bon, celui-là, c'est très rare, hein. Le zona, c'est 2 injections à 1 mois d'intervalle si on est immunodéprimé, à 2 mois d'intervalle dans les autres cas. Le pneumocoque, c'est passé maintenant avec les derniers vaccins, les dernières recommandations à une seule injection, ce qui facilite quand même les choses. La question du rappel, elle n'est pas encore tranchée. Pour l'instant, il n'y en a pas de prévu. La grippe, c'est annuel. Le Covid-19, c'est annuel ou tous les 6 mois si on a une immunodépression forte ou on a plus de 80 ans. Et le VRS, ça sera une injection. Alors après, il y avait l'idée de ça fait beaucoup de vaccins. C'est vrai. Juste pour vous donner une idée, maintenant, ce qu'on rend obligatoire, c'est même plus recommandé chez les enfants, c'est tout ce qui est là, donc dans la population générale. Alors celui-là, il est conseillé, pas obligatoire. Celui-là aussi. Le pneumocoque, puis tout cela qu'on n'a pas de manière systématique dans votre cas, qu'on discute au cas par cas selon d'autres facteurs de risque que la simple immunodépression. Donc finalement, ce que vous avez en plus d'un enfant, c'est le zona et puis les infections respiratoires qui sont potentiellement graves quand on est à risque. La deuxième chose, c'est qu'il y en a beaucoup, c'est à la fois plus de contraintes, mais c'est aussi plus de chances de se protéger. Voilà. En sachant qu'en France, on a la chance d'avoir un remboursement de ces vaccins, donc c'est un moyen de protection supplémentaire qui vous est offert. Alors j'ai conscience que ça fait beaucoup de vaccins quand même, et donc que c'est une certaine contrainte. Donc il y a des choses qui ont été mises en place aussi pour simplifier la vaccination. La première, c'est qu'on peut en injecter plusieurs en même temps. Alors, bon, quand on part en voyage, on peut en faire 4. On a souvent un peu plus d'effets indésirables à ce moment-là, donc on peut en faire 2 par exemple. La deuxième chose très pratique, c'est que normalement, le pharmacien peut vous injecter. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller retirer, le ramener à la maison, le mettre au frigo, aller voir le médecin ou l'infirmier. Vous arrivez, vous donnez votre ordonnance, le pharmacien vous vaccine. Alors, il y a des pharmaciens qui n'ont pas l'obligation de le faire, ils ont le droit de le faire. Et c'est parfois encore plus simple pour la grippe, le Covid. Donc déjà, vous recevez, mais ça ne marche pas toujours, la proposition vaccinale. Mais le pharmacien ou l'infirmier peut s'auto-saisir, s'auto-prescrire le vaccin et l'administrer. Donc sans penser par votre médecin. Limiter les effets indésirables avec le paracétamol systématique, on a parlé. Et vous avez pas mal parlé de rituximab avant. Il y a une petite particularité, c'est qu'il y a une diminution importante de la réponse vaccinale après une perfusion de rituximab. Quand on peut, on essaie de faire le vaccin avant ou de le faire sinon à distance, 5 mois après si on doit avoir d'autres injections, 6 mois après si on n'a pas d'autres injections prévues. Il y a aussi des schémas qui sont à l'étude pour savoir comment on peut faire pour répondre au mieux, même si on a du rituximab. Et la dernière chose, c'est que quand même, il faut le faire, même si on n'est pas certain de l'efficacité parfaite, parce qu'elle peut passer par l'autre voie. Donc on avait dit les lymphocytes B, les anticorps sur la première présentation, mais il y a aussi la voie cellulaire, les autres lymphocytes qui peuvent être stimulés, qui ne sont pas ciblés par le rituximab. Voilà, c'est des choses théoriques, mais voilà, vu le faible risque du vaccin, et qui est non grave, on préfère le proposer. On va passer à la dernière partie, c'est les prophylaxies médicamenteuses. Alors une dont vous n'avez peut-être pas entendu parler ou on vous en a parlé, c'est la pnéucystose. C'est une infection pulmonaire à champignons. Ça, c'est un poumon qui n'est pas complètement sain parce que c'est un patient fumeur, mais en gros, un poumon normal, il est noir comme ça, et puis l'infection, c'est tout ce qui est blanc. Voilà. Et donc, ça vous donne une idée de la gravité que ça peut avoir. On peut mourir ou avoir une insuffisance respiratoire sévère de cette maladie, mais elle est très rare.
Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de recommandation consensuelle sur quand est-ce qu'on doit vous donner un médicament pour prévenir cette infection. Et donc vous aurez des sons de cloche un peu différents selon les équipes, les praticiens, mais avec toujours l'idée que ce qu'on prend en compte, c'est l'âge. Le risque augmente notamment quand on a plus de 70 ans, mais il n'y a pas un seuil strict. Le nombre de lymphocytes, c'est D4, qu'on peut doser, mais là, il n'y a pas de seuil strict. Certaines recommandations proposent inférieur à 300, ça augmente le risque. L'immunosuppression qu'on a, plus elle est forte, plus on a un risque important. Et puis là aussi, la maladie, il y a un risque plus important, par exemple avec les vascularites qu'avec un lupus. Voilà. Donc là, c'est une discussion qu'on peut avoir avec son médecin. Normalement, il doit y réfléchir quand il vous met un immunosuppresseur. Ce n'est pas nécessaire de le mettre à chaque fois, mais c'est une question qu'on doit se poser. Et les médicaments qu'on a à notre disposition pour ça, je vous les cite pour que vous en ayez entendu parler. Alors, il y a le triméthoprim sulfaméthoxazole, c'est un peu compliqué comme nom, on dit souvent le Bactrim, mais on prescrit souvent le Bactrim. Le principal inconvénient, et c'est important d'en parler, c'est un risque allergique. Donc quand on vous le commence, si vous avez des boutons, encore plus s'il y a des sortes de bulles qui apparaissent sur la peau, il faut l'arrêter tout de suite et consulter. Mais on met souvent celui-là en première intention parce qu'il est très validé pour la pneumocystose et parce qu'il a aussi un avantage de prévention des infections bactériennes, pas toutes, ça ne vous protège jamais de tout, un antibiotique, mais qui est non négligeable. L'autre qu'on utilise, si on a une allergie aux bactéries notamment, c'est l'Atovacone ou la Velvone, qui a lui plutôt un problème de tolérance digestive et un goût pas très sympa quand on le prend, et qui n'a pas, lui, d'effet antibactérien. Je ne parle pas du dernier parce qu'il est anecdotique. Ensuite, il y a la prévention des infections latentes. Une infection latente, c'est vous vous faites infecter par un virus, une bactérie, une mycobactérie, un parasite, et puis elle reste quiescente, elle ne crée pas de maladie, mais elle est là, on peut la détecter, et à l'occasion d'une immunosuppression, elle va ressortir et donner une maladie potentiellement grave. Donc une dont on tient toujours compte quand on vous met notamment des corticoïdes, c'est l'anguillule. C'est un petit parasite qui rentre par la peau, qui reste comme ça, et puis qui ne fait plus jamais rien dans la vie en général. Mais quand on prend des corticoïdes ou un autre immunosuppresseur, elle peut ressortir et faire une maladie extrêmement grave qu'on appelle l'anguillulose maligne, qui est très, très, très rare. Voilà. Et cette anguillule, le risque, il est essentiellement quand on a voyagé en zone tropicale, même si c'est il y a très, très, très longtemps. Donc on vous dit, en fait, une fois dans votre vie, grosso modo, parce qu'il peut rester quiescent toute la vie. Alors là, pareil, il n'y a pas de recommandation consensuelle, mais soit on vous propose la prophylaxie si vous avez été en zone tropicale, et puis d'autres disent, il y a toujours un petit risque quand même, il y en a une. Ils la proposent à tout le monde avec l'idée que la prophylaxie, elle est extrêmement bien tolérée, elle est très simple, c'est quelques comprimés à jeun une fois, éventuellement renouvelés une deuxième fois, qu'on renouvelle si vous repartez en zone tropicale. Il y a les hépatites, le VIH, qu'on dépiste systématiquement avant de mettre un immunosuppresseur et qu'on traite en fonction, en sachant que les traitements peuvent varier, les indications de traitement aussi. Pareil pour la tuberculose, alors là c'est un peu moins automatique, ça dépend des traitements qu'on va vous mettre, et le dépistage c'est soit une prise de sang, soit une imagerie thoracique, soit souvent l'association des deux. Et pareil, on traite en fonction du risque que vous aurez de développer la tuberculose maladie et du résultat, bien sûr, du dépistage. Dernière chose, alors, on peut rarement vous proposer des antibiotiques en prophylaxie de nouvelles infections. Ça, c'est en général quand on a eu des infections répétées, notamment quand on a eu des infections graves, et que ça s'associe avec une hypogammaglobulinémie. C'est un nom un peu barbare pour dire que vous n'avez pas vos anticorps qui sont très bas dans le sang quand on les dose. Voilà. C'est quelque chose que normalement on est censé suivre, notamment quand vous êtes sous rituximab, parce qu'il y a un risque plus important d'avoir une baisse des gamma-globulines, et qu'il faut absolument chercher si vous faites des infections de manière répétée. Dans ce cas-là, toujours on discute de baisser les traitements immunosuppresseurs. On discute aussi de vous mettre un antibiotique, donc c'est soit le Bactrim dont on a parlé, soit l'azithromycine, le Zithromax. Et parfois, dans certains cas, on peut aussi discuter de vous donner des immunoglobulines, c'est-à-dire qu'on prend des anticorps de donneurs et qu'on administre pour vous protéger. Donc voilà, les messages clés, c'est donc, j'espère vous avoir convaincu que les infections, c'est un risque à ne pas négliger, qu'on a des mesures pour vous protéger, les mesures barrières, les vaccins, ça c'est pour tout le monde,
La prophylaxie médicamenteuse, ben ça c'est selon le contexte et ça peut être variable selon les centres, mais avec toujours les mêmes arguments dans la tête. Et cette prévention, elle doit être individualisée, donc l'objet d'une discussion avec votre médecin référent pour l'adapter au mieux, à la fois à votre risque et puis à vos souhaits personnels, voilà, qu'il faut prendre en compte. Donc discutez-en, essayez d'avoir un carnet de vaccination, même si c'est des notes sur votre téléphone, pour qu'on puisse vous aider à le compléter. Et gardez en tête qu'il y a une évolutivité des indications selon votre état de santé et puis aussi selon les recommandations qui évoluent au cours du temps. Voilà, je vous remercie. Je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup. Alors, des questions? Bonjour. Je voulais savoir s'il y avait des études qui avaient été menées entre l'apparition de vascularites à la suite d'un vaccin anti-Covid. Alors, oui, il y a eu des études, celles que je connais n'ont pas montré de surrisque de vascularite, mais peut-être Pierre-André Jarreau. Moi, j'aimerais aborder ce point-là aussi parce que, en fait, quand on vous montre des chiffres sur des études, ce qui est difficile, c'est quand ça nous concerne nous, en tant qu'individu, en fait, on n'a pas envie d'être juste le cas rare, en fait, qui va montrer le contraire. Donc, très concrètement, vous développez une maladie auto-immune et vous avez fait un vaccin n'importe lequel 15 jours avant. C'est difficile d'imaginer qu'il n'y a pas de lien, parce qu'en plus, un vaccin stimule l'immunité. Donc on comprendrait mal pourquoi on écarterait, nous, du côté médical, le rôle de la cause de cette vaccination. Pour être très clair, ce qu'on sait maintenant, c'est que ce soit les vascularites ou le lupus, les deux maladies dont on parle, quand vous développez les premiers signes de la maladie, en fait, on sait maintenant que les anticorps qui sont en cause, ils sont en préparation depuis des années, en fait. Ça peut aller jusqu'à 10 ans avant. Donc le scénario, même si vous ne le savez pas avant, c'est qu'en fait, le jour où vous faites la première douleur articulaire, même si vous avez fait un vaccin 15 jours avant, ça ne veut pas dire qu'il est écarté de la chaîne de causalité. Ça veut dire que ça a été la goutte d'eau qui a été le dernier coup de butoir du système immunitaire qui est en préparation pour passer à l'attaque. C'est un peu comme quand la Russie avait amassé ses troupes à la frontière de l'Ukraine, en fait. Il y a un moment donné où il y a une balle qui est tirée, mais ce n'est pas ça qui déclenche la guerre. Elle est en préparation depuis des mois. Pourquoi c'est important? C'est que ça, c'est la situation numéro 1. Le vaccin, effectivement, a bien peut-être un petit peu stimulé, comme l'aurait fait d'ailleurs une infection. Sauf que l'infection, elle le fait 10 fois plus, et surtout qu'en plus, elle vient avec l'infection. Par contre, plus tard, vous êtes traité par le médecin qui vous donne un traitement qui va baisser l'immunité. Là, c'est une autre chose, parce qu'en fait, on n'est plus dans le même débat. Là, le risque, c'est quoi? C'est de faire les infections dont on vient de vous parler. À ce moment-là, c'est quoi le risque du vaccin? C'est qu'éventuellement, il marche moins bien dans cette situation que dans la situation normale, parce qu'il y a les médicaments qui bloquent le système immunitaire, mais il marche quand même néanmoins, il évite les infections graves dans la plupart des cas. Mais donc là, en fait, nous, quand on vous vaccine après, nous, notre peur, c'est que le vaccin ne soit pas suffisant éventuellement, mais pas qu'il déclenche la maladie. Et donc, comme c'est deux situations différentes, mais pour la même personne, on essaie vraiment en éducation thérapeutique de vraiment expliquer ça, parce que sinon, quelqu'un qui a eu un vaccin dans les semaines avant sa maladie va rester bien sûr persuadé, à juste titre, que ça a joué un rôle, mais va mettre tout le rôle de la cause de la maladie sur le vaccin. Or, ça a été démontré que c'est faux, notamment dans la sclérose en plaques, il y a eu vraiment beaucoup d'études. Et ça va interdire à la personne d'être vaccinée par la suite et de la protéger d'effets secondaires infectieux dont on sait que nous, on les produit par les médicaments qu'on donne. Donc on n'est pas le même quand on est avant les traitements qu'après les traitements. Et effectivement, du coup, le vaccin ne va pas être vu de la même façon, mais c'est toute la difficulté, c'est que pourtant c'est le même vaccin. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les vaccins? Oui, moi j'avais une question sur le vaccin contre le zona. Est-ce qu'on peut le faire si on a déjà eu le zona ou pas? Oui, on peut le faire. En gros, les recommandations maintenant, c'est même de le faire juste après un zona, dès qu'il y a une cicatrisation des lésions, voilà, pour le timing. Mais au contraire, ça veut dire qu'on est à risque d'en faire, donc on le fait. Si jamais on ne peut pas donner le vaccin, parce que par exemple, comme il disait, le rituximab a été fait, des fois on n'a pas le temps, parce qu'en fait, en vérité, on dit qu'il faut faire les vaccins avant de lancer le traitement. Mais quand on est en pleine poussée de la maladie, avec un organe important comme le rein des fois qui est touché, on n'attend pas. Donc du coup, on va attendre plusieurs mois après pour le faire. Mais on a aussi des médicaments antiviraux. Par exemple, on a un traitement antiviral qui s'appelle le Zelitrex, qu'on donne dans le traitement du zona, qu'on peut prendre à des petites doses pendant quelques mois, des fois, pour aussi protéger. Ce qui est mieux, c'est d'avoir pas besoin de chimie en plus, c'est d'avoir la vaccination contre ça. Mais effectivement, on a aussi d'autres petits moyens complémentaires qui sont les antiviraux, comme les antibiotiques qui ont été indiqués.
Donc par exemple, là vous parliez du Zona, ça c'est un des vaccins les plus récents, donc il a été aussi étudié chez les immunodéprimés, alors de classes un peu différentes, notamment en oncologie. La règle d'administration, c'était 5 jours avant le début de la chimiothérapie. Voilà. Et l'efficacité, c'était de 70% dans la prévention du Zona versus 95% dans la population, ou 90% dans la population générale. Donc ça reste quand même très efficace.